pense même que nous pouvons y aller. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Audace ça paye, la nouvelle émission de Snapshift consacrée aux entrepreneurs audacieux et à leur parcours et aux coulisses de leur réussite. Pour cette première édition, nous recevons Thomas Fournier. Bonjour. Thomas Fournier qui a fait un choix un jour que tout le monde, nous avons tous voulu faire un jour dans notre vie, qui est tout plaqué pour faire des pizzas. Un choix qui aujourd'hui s'est avéré audacieux puisqu'il est le fondateur des pizzerias Dai Dai, devenu en quelque temps emblématique de la food italienne à Paris. Et du coup, nous allons tout de suite parler de ton parcours. Et donc, j'animerai cette interview en collaboration avec Alexis Garcia, Partnership Manager de chez Tiller. Bonjour à tous, enchanté. Et donc, du coup, on va commencer. Donc, alors, Thomas, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire des pizzas? Et pourquoi est-ce qu'un jour, tu t'es dit, je veux consacrer ma vie aux pizzas? Ma vie aux pizzas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je travaillais dans la télé. J'ai fait des études de cinéma, j'ai commencé par ça. Et à un moment, j'ai travaillé, je faisais des stages dans la télé au début. Et ensuite, je suis parti en Italie pendant 7 ans. Je suis revenu en France. Et en revenant en France, j'ai retravaillé dans la télé. Et en restant à Paris, je me disais que les pizzas étaient pas mal, mais elles étaient pas folles et elles étaient chères. Quand on revient d'Italie, c'est sûr que... Voilà. Donc à partir de là, l'idée a commencé à germer et j'ai acheté un petit triporteur, j'ai mis un four dedans et je suis allé, c'était le début des food trucks, donc il y avait les premiers food trucks qui arrivaient, donc j'ai acheté un petit triporteur d'occasion, un four à pizza d'occasion et j'ai commencé à commander des farines, à essayer le plus de façons de faire des pâtes à pizza possible et j'ai jusqu'à ce que je trouve la bonne recette, la bonne pâte et j'ai commencé à faire des pizzas tout seul et voilà. Et finalement, comment j'ai mis mon petit triporteur dans un endroit, 2 endroits, ça a marché. J'ai commencé à le mettre à Gaga de Javel qui commençait. C'est un endroit où on faisait des pizzas au bord de la Seine, un peu festif. Ça a bien fonctionné. Ensuite, j'ai acheté un deuxième triporteur et ça a toujours fonctionné. Et voilà, et j'ai continué avec des restaurants et ça fonctionne encore. Et donc, du coup, les triporteurs, comment ça se passe exactement? Tu faisais toutes les pizzas, des pâtes à pizza le matin et tu les mettais toutes avec toi dans le triporteur ou tu les cuisais dans le triporteur? Comment ça se passait en fait du coup? Alors l'idée de départ, c'était vraiment d'avoir peu de pizzas et de les faire devant les gens et montrer comment le process, quoi. C'est-à-dire une pâte à pizza, on fait la pizza devant vous, on a 2-3 pizzas, sauce tomate, mozzarella, etc., fiorella, ça s'appelle, et voilà. Et c'était très simple, avec des prix pas très agressifs. Et ça fonctionnait bien, puis c'était un peu différent des food trucks qui étaient à l'époque qui commençaient. Il y avait le camion qui fume qui était énorme, il y avait des gros camions avec des gros trucs. Nous, on était au maximum 2-3 derrière un petit triporteur, et les gens comprenaient pas où était le four, et le four était encastré au cul du camion. Et on avait une table dehors et on faisait des pizzas en dehors du camion. Et donc l'idée était plutôt rigolote. On allait un peu dans la rue, mais surtout je m'amusais à mettre le triporteur dans des bars, dans des restos, des trucs comme ça. Et ce qui crée un peu un événement, je faisais beaucoup d'événementiels. Et voilà, et les gens se rappelaient en général de ce petit camion bleu. À l'époque, ça s'appelait Tomasino. Et voilà. D'accord. J'ai une question pour toi, Thomas. Du coup, je me demandais, parce que du coup, c'est un changement un petit peu brusque du coup, dans ta carrière, dans ton parcours. Pour arriver à faire des pizzas comme ça, te lancer quasiment du jour au lendemain, tu étais autodidacte en la matière ou t'avais une formation à un moment de pizzaiolo, parce que c'est quelque chose quand même qui nécessite un minimum de savoir-faire, je me doute. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais JRiste, c'est-à-dire j'étais journaliste et j'étais intermittent. Du coup, j'arrivais à faire moitié-moitié au début pendant quelques semaines, pas beaucoup, mais surtout à me débloquer un peu de temps libre. Et moi, je pense qu'il faut pratiquer pour savoir. Et on peut. Moi, je suis vraiment autodidacte et j'ai essayé. J'ai commandé, 50 farines, je les ai toutes essayées. J'ai essayé des temps de pousse différents. J'ai des tomates différentes et au bout d'un moment, on arrive à un résultat et puis c'est quand même un monoproduit, c'est pas non plus à la fin du monde. Et on arrive voilà. Et c'est la satisfaction vient de là aussi, je pense. C'est de pas prendre une recette toute faite et d'arriver à un résultat après avoir travaillé. Voilà. Mais c'était pas impossible à faire. Parce que pendant ces 7 années en Italie, du coup, tu étais principalement à Bologne, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, tu t'es inspiré des recettes de Bologne quand même pour faire la pizza, ou vraiment tu es parti, parce que j'imagine que quand tu étais en Italie, tu as pu tester un nombre de pizzas incalculable. Et donc, tu t'es quand même inspiré de ce que tu as testé, ou justement ton but était de proposer quelque chose de nouveau, ou
Non, mais alors Bologne, c'est une ville, culinairement parlant, qui est très, très riche. Mais la pizza, c'est pas non plus la spécialité. Après, l'Italie, il y a énormément de pizzas. Les pizzas sont différentes quand on va du nord au sud. Sicile, la capitale, c'est Naples. Hein. Mais non, j'ai beaucoup mangé en Italie. J'ai beaucoup cuisiné aussi. J'adore cuisiner. Et c'est vrai que la cuisine italienne est assez simple avec des produits simples. Hein. C'est les produits qui sont mis en avant. Et la pizza, les pâtes, mais tout ce qui est en sauce aussi, c'est beaucoup plus simple que chez nous. Bon, pas simple à réussir, on avait moins de produits. Et bon, c'est vrai que j'ai mangé beaucoup plus de pizza qu'ici, mais c'est pas là-bas que j'ai appris à faire des pizzas. Et du coup, alors pourquoi avoir fait le choix d'utiliser un triporteur plutôt que directement d'ouvrir un restaurant alors? C'est beaucoup plus facile financièrement, c'est beaucoup plus facile à se lancer. Moi, je suis allé voir une banque, j'ai demandé 10 000 euros. Juste à découvert, il y en a 2-3 qui m'ont dit non, puis il y en a une qui m'a dit oui, et je dis hop, c'est bon. Et j'ai tout acheté d'occasion en me disant bon, au pire, j'aurais dépensé, je sais pas, 15 000 euros, c'est comme acheter une voiture hein, finalement. Et voilà. Et évidemment, le modèle du food truck est pas, je pense, à terme viable, c'est-à-dire c'est pas, en tout cas en France. Parce qu'on n'a pas les permissions pour rester à long terme dehors, etc. Mais par contre, comme rampe de lancement, c'est très bien. C'est efficace, on a des retours immédiats parce que c'est du commerce, c'est-à-dire c'est un échange, on voit une pizza, c'est 10 euros, on a 10 euros. Donc, il y a un résultat immédiat, ce qui permet de commencer assez rapidement. Après, c'est après que les difficultés arrivent. De quelques mois, il faut trouver une solution. On peut pas, je pense, rester en food truck, c'est compliqué. Et justement, quel a été le moment où tu t'es dit, ok, bon bah là, je vais passer du food truck au restaurant finalement. C'est l'hiver quand il faisait moins 10, il pleuvait. Quand les livraisons devenaient impossibles. Non. Mais moi, ça a toujours été quand même pas mal d'événementiel, etc. Et ça marchait bien. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la guinguette Javel, dans le 15e, dans lequel on a installé, on a un peu grandi ensemble. Ils ont commencé cette guinguette. Bon, les pizzas, ça marchait. Et à un moment, le combo pizza-bière, ça marchait bien. Ouais. Et on a parlé ensemble et ils m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Je leur ai dit ce qu'on pourrait faire, c'est que moi je vous fais venir un gros four de Naples, des gros fours qui font 2 tonnes. Là. On le met sur les quais et on va envoyer plein de pizzas et vous allez servir plein de bières. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça m'a aidé financièrement à pouvoir envisager autre chose qu'un food truck. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré un fonds d'investissement. J'avais déjà rencontré pas mal de personnes avec qui éventuellement collaborer ou un associé. Mais je cherchais un associé dans lequel il n'y avait pas forcément d'affect, c'est-à-dire une aide financière, mais qui n'allait pas forcément me dire pourquoi tu mets ça sur ta pizza, pourquoi la dégo. Et voilà, j'ai rencontré un fonds d'investissement qui est familial, un petit fonds, et avec qui je me suis tout de suite bien entendu. Et je lui ai expliqué mon projet. Mon projet, c'était de faire un restaurant avec un grand comptoir, parce que je trouvais que dans les restos, on s'emmerdait un peu. Il y a beaucoup de restos plan-plan avec des tables, là, c'est très bien quand on va avec sa nana, tout ça. Bon, il y a des fois où on va dans des bars et on a envie de manger un coup, et là on est forcément déçu. On arrive avec une planche de brie, des trucs pas terribles. Et je me disais, là, on propose une pizza, on a déjà gagné quelque chose parce que c'est un produit simple, donc on peut partager et en même temps on peut boire du vin, des bières. Donc on a fait un comptoir central. C'est le premier resto donc à Oberkampf. Et sur lesquels les gens viennent boire des coups et ils peuvent, avec des tables hautes, donc ils bougent dans le restaurant un petit peu. C'est beaucoup plus actif comme proposition qu'un resto avec des tables basses et un truc plus traditionnel. Quoi. Okay. Juste pour qu'on se situe d'un point de vue purement temporel, du coup, le moment où tu es revenu d'Italie et où tu as ouvert le premier triporteur, c'était en quelle année? Ça va faire 5 ans en tout, en 2019, 2014. 2014. Et donc, du coup, le premier... Je suis revenu d'Italie en 2007, je pense, 2008. Et voilà. Okay. Donc, j'ai quand même passé du temps à faire des sujets télé ou de la prod télé ou un peu tout ce qu'il y avait autour. Et puis, à un moment, jusqu'au moment où j'en avais réellement marre, et voilà. Où j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir fait le tour. Voilà. Ok. Et du coup, vas-y, je t'en prie. Je reviens du coup sur ton ancienne vie en tant que journaliste. Il y a quelque chose en particulier aujourd'hui qui te manque d'avant ou pas du tout, t'es pleinement satisfait du virage? Parce que bon, on peut vraiment en parler de vrais virages là pour le coup. Non, il y a forcément des choses qui me manquent. Déjà mes amis, parce que la plupart de mes amis travaillent dans ce milieu-là. Ils sont restés. Non, et puis ils ont évolué. Je veux dire, c'est pas du tout négatif. Ce qu'on réalise pas forcément dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est seul au début.
Et en fait, quand on passe d'un environnement de bureau dans lequel on a une vie sociale, le bureau, on va aller en bataille, il y a des tickets resto, on va boire un coup le soir, on papote autour d'un café, tout ça. Quand on est entrepreneur, à la base, surtout moi, je n'avais pas fait l'école de commerce ou autre, je connaissais rien, quoi. Je suis allé voir un comptable et je me suis fait expliquer un petit peu comment la différence entre une SARL, auto-entrepreneur ou autre. Et puis après, il faut commencer et du coup, il faut être hyper polyvalent. Mais dans le parcours, dans le chemin, en fait, on est seul. Donc, il faut aimer ça, je pense. Enfin, on est seul. Après, on peut très bien se lancer avec un associé comme beaucoup le font. Hein. Moi, je voyais pas forcément ça comme ça. J'étais assez individuel. Mais même avec un associé, on reste quand même, c'est plus un environnement de bureau, quoi. C'est plus ça. La pizza, ça se partage pas, oui, je suis bien d'accord. Voilà. Et donc du coup, donc en 2014, donc le premier triporteur, et donc Oberkampf, tu l'as ouvert en quelle année? Et Oberkampf, je l'ai ouvert il y a 1 an et demi, ça va faire 2 ans, donc en 2017. 2017. Et donc à ce moment-là, donc du coup, tu es donc passé donc vraiment dans la catégorie restaurateur à proprement parler. Et donc, quel a été, donc, passer du triporteur au restaurateur, ça a été quoi, donc, à ce moment-là, le plus gros challenge? Parce que tu avais déjà une petite expérience un peu de restaurateur sans triporteur, mais bon, tu restais quand même encore relativement novice dans la matière. Du coup, quels ont été vraiment les plus gros challenges que tu as rencontrés et comment tu as fait en tant qu'autodidacte pour vraiment les surpasser? Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même, entre les deux, là, les guinguettes de Javel qui durent 5-6 mois de l'année et qui sont à moitié entre un resto et du food truck. C'est-à-dire, il faut quand même se structurer, quoi. Il y a du monde qui travaille, il faut produire pas sur le lieu, donc il faut avoir un labo qui est capable de produire beaucoup. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un entre-deux. Ensuite, le resto, ce qui était le challenge, c'était quoi? Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux fixes, on a des salariés fixes. Quand on est en food truck, on jongle un peu. Enfin, le problème... on le sait, en France, la masse salariale, c'est cher. Voilà. Donc, le gros enjeu, c'était les enjeux financiers. Et puis, c'est moins malléable que le food truck. On est ouvert tous les jours, il y a du monde, il n'y a pas du monde. Enfin, on attend un petit peu, puis au bout d'un moment, il faut qu'il y ait du monde. Donc, voilà. Et puis, se démarquer aussi, parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à faire des pizzas, il n'y avait pas grand, enfin, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des pizzas, évidemment, mais il n'y avait pas ce boom de la pizza. Et à partir du moment où j'ai ouvert un premier resto, il y avait, ça y est, il y avait du monde. Et moi, j'étais allé vers les pizzas napolitaines et paf, c'est ce qui avait pris. Donc, voilà, parce qu'il n'y a quand même pas que les pizzas napolitaines. Les pizzas romaines. Non, mais c'est les meilleurs, les napolitaines. Après, c'est une affaire de goût. Ouais. C'est sûr. Donc du coup, la notoriété que tu avais pu développer déjà avec le triporteur, ça a pu te servir pour t'apporter des clients, en plus de ce boom de la pizza, où tu as dû faire quand même de la communication aussi, où tu as dû faire des éléments pour mettre en avant le restaurant ou... Ça aide un petit peu. En fait, ce qui est génial dans le food truck, c'est qu'on rencontre énormément de gens. C'est vraiment parce que tous les jours, il faut aller démarcher des gens, il faut être démerdard, quoi. Il faut trouver des emplacements, il n'y en a pas. Donc, et ensuite, la Javel m'a appris à produire beaucoup, à savoir faire beaucoup de pizzas en 1 heure, 2 heures. Les coups de feu, c'était pendant 2-3 heures, on en faisait beaucoup. Donc ça, c'était bien, c'était complémentaire. Et puis après, il a fallu apprendre à avoir des comptabilités strictes, faire des plannings, Snapshift, d'avoir des logiciels de caisse, savoir gérer tout ça. Au début, on jongle un petit peu. Au bout d'un moment, il faut plus rigoler, quoi. Il y a des salariés fixes. Il faut qu'ils aient des plannings à l'avance. Il faut que la trésorerie tout colle. Il faut que voilà. Donc dès le premier restaurant, tu as ressenti le besoin en fait d'utiliser des logiciels pour pouvoir t'assister en fait là-dedans, parce que tu t'es rendu compte que c'était une charge de travail qui était trop importante ou c'était. C'est-à-dire le logiciel de caisse, on est obligé. Maintenant, donc on a fait tout de suite Tiller. Et ensuite, les Snapshift, je suis pas venu tout de suite parce que le planning, on peut se dire qu'on va le faire sur Excel, etc. Bon. On se rend compte que c'est moins facile. Et pourtant, moi, j'avais pas non plus des milliards de salariés, mais bon, c'est pratique pour nous et c'est pratique aussi pour les salariés qui avaient une appli, qui arrivaient à voir. C'est bête, mais leur shift, s'ils bossaient le midi, le soir, des changements, d'avoir un chat dessus et pas être pollué par WhatsApp, donc c'était pas mal. Disons que c'est les aides. Après, au début, je comprends qu'on n'ait pas forcément les moyens et on n'y arrive pas tout de suite à Snapshift. Moi, je suis pas arrivé, en tout cas, personnellement, je suis pas arrivé tout de suite. Le logiciel de caisse, ouais, on est obligé, puis on fait le choix. C'est Tiller ou un autre. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers un logiciel, une solution comme Tiller, plutôt qu'une solution plus traditionnelle de caisse enregistreuse que tu pouvais trouver peut-être dans des brasseries un peu à l'ancienne? Comment s'est fait ton choix vers une solution orientée un peu comme les Tiller aujourd'hui? Ça vient du fait que déjà en food truck on avait des iPads, tout le monde avait ça,
Et c'est quand même beaucoup. On avait des petits iPad mini, c'est très léger, c'est malléable, c'est vraiment facile à utiliser. On mettait la musique sur l'iPad, c'est bon, mais on arrive à tout regrouper dessus. Donc logiquement, on arrive en restauration, je me voyais pas du tout avec le vieux truc, avec la clé et tout digital. Enfin, bon, ça doit exister encore, mais je pense que la solution iPad est vraiment top, quoi. C'est beaucoup plus simple, ça parle à tout le monde, ça regroupe plein de choses, on peut mettre des infos dessus, donc voilà. Tiller était plutôt simple à utiliser, mais je pense qu'on avait utilisé un avant et c'était assez simple aussi. Hein. C'est assez instinctif, quoi. Donc voilà. Ouais, j'ai eu envie de te poser les mêmes questions sur sur Snapshift, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de dire en fait comment est-ce que en fait, parce que tu parlais tout à l'heure du fait que il y a le fait qu'il y a une messagerie instantanée, le fait que tout le monde puisse voir un petit peu en temps réel quel est son shift. Est-ce que du coup ça a permis de contourner un peu un problème qui est, je pense, récurrent dans la restauration, qui est en fait le problème de recrutement et le problème de masse salariale, parce que du coup, est-ce que les employés se sentent, le personnel s'est senti plus fidélisé, plus impliqué, plus vraiment comme faisant vraiment membre d'une équipe et comme vraiment ayant un pouvoir sur son propre emploi du temps. Mais si tu arrives à me résoudre ça, je prends 15 Snapshift. C'est exactement le problème de la restauration, c'est, je pense que en général, toutes les entreprises, c'est les RH, c'est difficile parce que c'est l'humain et l'humain, c'est difficilement. Il n'y a pas de prise et la restauration, on n'a pas forcément des salaires très hauts et c'est difficile de garder les gens. Donc je vais pas dire Snapshift c'est très bien, mais je vais pas dire que Snapshift a permis. On a un turnover, on essaye de le contenir, on essaye de ne pas avoir trop de turnover et de contenter nos salariés, etc. Alors, c'est pas forcément à travers l'appli ce que ça donne, je pense. C'est le ressenti des salariés, c'est qu'on leur donne un petit plus, quoi. C'est-à-dire que c'est plus sympa d'avoir son planning et sur son téléphone plutôt qu'un Excel dans la cuisine avec du fluo, quoi. Voilà. Oui. Et on peut le consulter, on peut voilà. Je pense que il voit bien que c'est un effort qu'on fait pour tout le monde, pas que pour nous. Et puis pour toi, c'est un gain de temps monumental par rapport à l'Excel, j'imagine aussi. Ouais, pour les fins de mois aussi. Oui, c'est ce que j'imagine. Et donc du coup, donc c'était ça. Alors si je reviens sur la question des challenges, vraiment que quand tu as ouvert le premier restaurant au Barkampf, donc c'était au niveau de la gestion de la masse salariale, justement du recrutement, ou c'était au niveau tout. Non, mais il faut, c'est plus du tout la même structure, c'est une structure fixe. Il faut s'adapter à beaucoup de choses et il faut créer un engouement. Il faut se démarquer. Surtout là, en pizza, il faut vraiment se démarquer parce qu'il y a du monde. Et je pense que le challenge, c'est vraiment d'être rigoureux et d'être rigoureux au début parce que finalement, la restauration, c'est pas un milieu qui est professionnalisé. Bon, évidemment, dans les écoles hôtelières en ce moment, mais la plupart des entrepreneurs ne sont pas formés à ça. Et c'est vrai qu'il faut être très polyvalent, c'est faire un peu de tout, mais on considère ça comme la dernière chose à faire. Et en fait, savoir combien d'argent on dépense et combien d'argent va rentrer, c'est très important parce que sinon, il n'y a plus de restaurant, quoi. Ouais. Donc, il faut la masse salariale, c'est très important de la maîtriser parce que c'est là où on dépense le plus d'argent. Le food cost aussi, combien on dépense en nourriture, en boisson ou autre. Et il faut savoir tout faire, quoi. Si on néglige une partie, ça marche plus. D'accord. Donc c'est ça qui était dur. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu utilises d'autres outils au quotidien qui t'aident justement à gérer tout ça? Parce que je me doute que Tiller t'aide beaucoup sur la gestion, l'analyse de tes revenus. Snapshift t'aide beaucoup sur la gestion de ton staff. Mais est-ce que pour tout le reste, du coup, t'as adopté cette même logique de te dire, OK, forcément, tu l'as dit tout à l'heure, la caisse enregistreuse, c'est obligatoire, donc j'en ai une. Moi, je comprends quand tu dis ça que ça a été un petit peu le premier levier pour toi pour commencer à digitaliser ton activité. Est-ce qu'il y a d'autres solutions comme ça que tu utilises ou que tu aimerais pouvoir employer pour t'aider à gérer vraiment tout ce que toute la partie administrative vraiment et business de ton affaire? Je suis en train de réfléchir, je sais pas, mais je crois pas, non. Je crois que là déjà on a deux trucs. Tiller, ça nous aide sur honnêtement. Sur les pourcentages, ce qu'on vend le plus, ce qu'on vend le moins, à quel horaire, à quelle période de l'année, ce qu'il faut mettre en avant, les produits qu'on peut booster, les produits qu'il faut abandonner. Donc ça, c'est bien. La gestion des stocks également. Comment tu prends la décision, toi? Je sais pas si on entend suffisamment de distance. Comment toi, tu prends la décision justement avec l'info que te donne Tiller? Comment tu dis, tiens, tel produit par exemple, je vais peut-être le mettre de côté, privilégier celui-ci. Comment s'oriente ta décision, toi, en tant que gérant?
Bah, moi, je demande en général au serveur, je vais avoir un feedback sans avoir qu'ils aient les chiffres sous les yeux, savoir selon eux, ce qu'ils ont vendu, ce qui plaît le plus, comme vin, comme autre. Et ensuite, je regarde, il y a les pourcentages sur les applis, et on voit ce qu'on vend le plus. Bon, on comprend bien ce qui peut marcher le plus. Il y a des fois des raisons d'horaire, il y a des raisons on boit moins de vin à midi, c'est normal, de bière. Mais par contre, il y a certains quartiers, on a un restaurant rue du Faubourg-Saint-Denis, les gens, le ticket moyen est moins haut, c'est plus popu, donc on vendra plus de pizza un peu moins cher, plus de bière que de cocktails. Ça nous aide beaucoup de savoir. Parce qu'au-delà du ressenti, après, il y a les chiffres et on voit bien, c'est pas forcément la réalité. Ouais, bien sûr. Et comment tu fais du coup justement, parce que tu parlais tout à l'heure de rigueur, qui est vraiment le fait qu'au début, quand tu crées un restaurant, le plus gros challenge, c'est que tu dois t'occuper de tout. Et surtout, d'autant plus quand tu n'as pas été formé là-dedans. Comment est-ce que tu fais du coup pour tout gérer? Comment est-ce que tu fais du coup? Tu es peut-être obligé à certains moments de t'entourer, quand même à certains moments de pouvoir déléguer des choses. Et donc, comment est-ce que tu as géré tout ça? Comment est-ce que tu as pu dire au bout d'un moment, ok, maintenant ça, je vais le confier à quelqu'un, ça, je vais le faire au-delà des logiciels qui peuvent bien sûr t'aider, mais même d'un point de vue humain. Surtout partant du côté où vraiment, toi, tu étais vraiment seul au départ, comme tu l'as décrit, ça devait être... Et graduellement, on fait des bêtises et puis on apprend. Et au début, on a l'impression qu'on peut tout gérer tout seul et puis pas du tout en fait. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtises? Heureusement, de laisser un peu trop de côté certaines choses, la comptabilité qui est pas parfaite. Le seul truc qu'on a de fixe, c'est un comptable. Et puis au bout d'un moment, on voit régulièrement un avocat. Et puis il y a le droit social, il y a plein de choses et on apprend au fur et à mesure. C'est l'expérience. Et en se structurant là, on a la chance de pouvoir avoir un comptable, un directeur financier, et puis des amis restaurateurs aussi, parce que le partage d'expérience, c'est très important, surtout quand on est seul. Donc, chacun, pour le coup, on a rencontré moi j'ai rencontré beaucoup de gens en food truck, et on se connaît encore pas mal. Certains ont des restos, et voilà, et on partage nos expériences sur comment on évolue, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, comment tu gères tes salariés, comment tu fais en fin d'année, quel jour tu fermes, Noël oui, jour de l'an non, enfin tout quoi. Ok. Et justement, est-ce que aussi dans le restaurant aussi, à un moment vous vous êtes dit, enfin tu t'es dit surtout qu'il fallait introduire du click and collect ou un autre outil comme ça ou quelque chose qui pourrait multiplier encore plus le chiffre d'affaires pour t'aider? Ouais. Alors nous on travaille avec un des livreurs, des deux gros livreurs, Uber Eats. Nous, je vais être honnête, ce que je préfère, c'est pas d'envoyer mes pizzas. Je préfère que les gens viennent. Oui. Parce que je trouve qu'en termes d'expérience client, c'est quand même, on a fait un restaurant, c'est bien que les gens puissent venir et profiter du truc. Il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent aussi les chercher et ça, c'est très sympa. Et on écrit des petits mots sur les boîtes. Enfin, les boîtes, ça fait partie, c'est comme une lettre, quoi. On envoie des petits mots, les gens nous demandent plus ou moins cuites, on veut des artichauts, etc. Ça, c'est rigolo parce qu'il y a encore un échange. Et les click and collect, vraiment, on avait commencé à le mettre, puis en fait, on l'a pas mis en place. Et on travaille, oui, avec un des livreurs, mais c'est un complément. C'est un complément. C'est pas non plus Ok. D'accord. Parce que nous, les gens, en général, c'est un resto, c'est presque le resto tradit. Les gens restent autour de 1h30 chez nous. Il faut leur donner une expérience. On a mis des petits polas. Ils repartent avec un petit pola de la soirée. Des choses comme ça. Il faut qu'ils se rappellent du moment. Mais après, pourquoi pas compléter le ticket, moyen ou autre, avec des pizzas emportées. D'accord. Et du coup, est-ce que tu parles d'expérience client presque au sens global en fait, qui est du coup la raison pour laquelle tu préfères aussi que les clients viennent dans le restaurant plutôt que de leur offrir des pizzas à emporter qui en plus risquent d'être froides. En plus, en plus, tu risques qu'elles soient froides et beaucoup trop importantes et clairement une pizza froide, je pense que personne ici n'a envie de vivre ça. Mais donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel tu as pensé dès le début? C'est vraiment l'idée de penser l'expérience restaurant comme étant une expérience à part entière, même au niveau de la décoration, même au niveau de la disposition. Tu disais que c'était important d'avoir un grand comptoir, par exemple, je dis n'importe quoi, de laisser le four à pizza visible visible par la clientèle pour qu'ils puissent voir que c'est un four à bois, un four classique italien. Du coup, c'est important. Enfin, ça faisait partie de ta volonté dès le début de vraiment penser ton expérience d'Aidai comme étant une expérience globale. Oui, bien sûr. Et moi, c'est ce qui me plaît, ce serait que pizza. J'avoue qu'au bout d'un moment, je m'en lasserais. Ce qui est génial, c'est quand on cherche un local, on cherche un quartier, une clientèle. Et puis, moi, mon idée, c'est je pense qu'il faut que les gens passent un bon moment, qu'ils soient un peu fascinés par le lieu.
on n'est pas dans un musée, hein, mais voilà, donc on a fait des comptoirs, un gros four doré au milieu, des bouteilles, des verres, des couleurs, des lumières, tout participe en fait. Et évidemment les gens qui travaillent, les pizzaiolo, souvent amènent les pizzas, on parle avec les gens, enfin je leur dis mais allez-y quoi. Même si il y en a plein qui parlent italien ou ils sont argentins, ils parlent espagnol, enfin bon, mais c'est pas grave, je pense qu'il faut communiquer avec les gens, c'est dommage. Maintenant, notamment à Paris, les gens se parlent moins. C'est un des lieux. Avant, on allait à l'église. Maintenant, il y a les bars. Maintenant, il y a les restos. Et il faut en profiter. Il faut pas. Si c'est le côté brasserie avec le garçon café qui est à moitié agréable avec le café à 3 €, bon, faut un peu sortir de ça. Et moi, quand on me demande, c'est régulièrement, on dit mais partagez des pizzas. Puis si vous en voulez d'autres, vous en prendrez une autre. Mais les gens reviennent peut-être aussi pour ça parce que je pense que l'approche est sincère en tout cas. Du coup, avec ton concept, on parle plus de vraiment, d'après ce que je comprends, de lieu de vie que vraiment un restaurant, quoi. Et c'est quelque chose que toi, t'as voulu évidemment. T'es parti de celui-là, parce que là, on parle du premier établissement, mais c'est vraiment à partir de là, tu t'es dit, ok, bon là, on a ce concept-là sur le premier. L'idée, c'était vraiment de faire de dupliquer ou de partir sur quelque chose de différent sur les autres. Le premier était comme ça, le deuxième on était dans un quartier plus populaire, je pense qu'il faut s'adapter au quartier et du coup on a fait quelque chose de plus trattoria avec un intérieur un peu chaleureux, un peu grand-mère avec la tapisserie, tout ça, une grande table de 10 ou 12 personnes où on peut partager toujours et puis après je pense qu'il faut mettre des tables hautes, des tables rondes, des tables carrées, des tables basses pour que tout le monde y trouve son compte et après c'est à nous de faire passer le message quoi, il est un peu différent, mais bon, moi, j'avoue que ce qui me prend le plus, c'est le comptoir. Je trouve que c'est un lieu de rencontre et on le voit dans la consommation. Les gens qui vont au comptoir ne sont pas les mêmes que ceux qui veulent s'asseoir et tout ça. Mais c'est vrai que l'idée de Dai, même sur les prochains, celui qu'on ouvrira à Saint-Paul bientôt, là, c'est encore retrouver un grand comptoir et voir les pizzaiolo, le barman qui fait les cocktails, les bouchons de vin qui claque et voilà quoi. C'est rigolo. Ouais, le vrai de vie un peu populaire comme on le croise souvent en Italie, la trattoria en fait vraiment typique italienne avec un petit mélange là, effectivement comme à rue du Faubourg Saint-Denis avec un décor très grand-mère, très la nonna italienne qui fait des plats italiens à tomber par terre. Et donc on a parlé de rigueur, on a parlé d'expérience client, même pour toi maintenant du coup vraiment sur ton expérience que ce soit pour le premier restaurant, le deuxième ou même là le troisième. Est-ce que tu as pu identifier un piège ou quelque chose vraiment, vraiment le piège dans lequel il est vraiment facile de tomber en tant que restaurateur justement? Est-ce que c'est le fait de vouloir justement de pas réussir à déléguer, ou est-ce que c'est le fait de penser un restaurant comme étant vraiment uniquement du cash et pas du tout une expérience client, ou est-ce que c'est encore autre chose? Je pense qu'il y en a 1000 de pièges, mais pas seulement. Je pense que la restauration, souvent, c'est au bout d'un moment les gens bloquent sur les marges parce que les marges sont pas forcément énormes et du coup on essaye de réduire les marges et du coup on laisse tomber le produit et tout ce qui va avec. Et je pense que le deuxième gros piège, c'est de maîtriser la masse salariale, les coûts. Enfin, il faut que ce soit rentable, quoi. Il faut que ce soit rentable. Donc c'est vrai que les fonds de conversion sont chers. Il faut arriver les loyers peuvent être hauts également. Donc à trouver le bon équilibre. Et il faut que le resto soit assez plein. Donc tout ça, c'est pas facile. Mais c'est vrai que la rigueur derrière, c'est ce qui est dur pour tout le monde, je pense. Et plus on grandit, c'est pas qu'en grandissant la solution arrive. Hein. Il y a d'autres problèmes qui arrivent, mais il y a plus de gens qui travaillent. Du coup, il faut s'adapter, il faut proposer d'autres solutions. Donc, il faut savoir s'adapter, je pense. Non, non, je pense. En général. Hein. D'accord. Donc du coup, c'est ça. En fait, ce sont des restaurateurs qui ont du mal à s'adapter, qui restent sur une idée fixe qu'ils ont. Non, mais moi, je vais pas juger pour les autres restaurateurs. Non, mais même, ça peut être un piège. Je donne mon expérience. Il me semble que, de façon empirique, si j'y pense, ce qui est pas facile, c'est de réussir à s'adapter et de savoir réagir rapidement. Si un resto marche moins bien, comprendre pourquoi les midis ça marche moins bien ou les soirs ou autre, et être réactif. Et puis arriver à travailler avec des gens bien et de les maintenir avec le sourire tous les jours et de les payer correctement, etc. Oui. Parce que quand tu parlais de coûts de la masse salariale, effectivement des marges qui étaient très faibles,
Donc là, le piège, il est vraiment de ne pas garder un œil dessus ou justement d'avoir trop la tête dans le guidon et justement de pas trop prendre du recul sur quel est véritablement le coût de sa masse salariale ou quels sont véritablement les coûts qui. Ah non, il faut avoir un œil dessus. Hein. Ouais, non, bien sûr. Il faut avoir un Justement, œil, plus qu'un œil. Il faut bien regarder que les ratios, tout ça soit bon. À la fin, il faut pouvoir gagner un peu de l'argent parce que habituellement, typiquement sur la pizza, les gens passent leur temps à nous dire ah bah la pizza, hein, ça va. Hein. Mais en fait, ce qu'on dépense pas d'un côté, on dépense un peu moins effectivement en food cost, c'est-à-dire en nourriture. Mais après, en service, on a du service. Et puis, il y a 2 personnes qui font que ça, préparer des pâtes à pizza, de la pâte à pizza qui est, il faut être rigoureux parce que sinon c'est pas bon. Donc oui, à la fin, c'est pas la restauration, il y a la plus grosse marge. Ça, oui, non, ça c'est sûr. Je sais pas si Alexis, t'as une. Ouais, je me demandais du coup, est-ce que toi tu corrèles les informations, les données que te donne Snapshift avec ce que te donne Tiller et comment tu fais ça aujourd'hui? Je corrèle toute la journée. Si, mais si. Qu'est-ce qu'on met en relation En fait, déjà, c'est intégré. C'est ça, non? Ouais, tout à fait. J'avais peur de dire une bêtise. Non, c'est ça, c'est bravo. C'est ça. Donc, c'est déjà un gros avantage. On arrive à avoir des informations sur une même plateforme, c'est bien. Après, on fait pas que ça, mais bien sûr, c'est bien d'avoir 2 outils qui, de même que les livreurs les plus connus, les 2 là, arrivent à intégrer Tiller. Sur Tiller, on arrive à avoir ça. Pour nous, c'est bien parce que du coup, on va avoir que un iPad et pas un autre pour eux. Donc ça, c'est toujours un avantage. Et comment est-ce que finalement tu as fini par, j'ai envie d'utiliser le mot céder, mais c'est peut-être un petit peu trop fort, mais à te dire, toi qui as voulu du coup préserver cette expérience client, finalement tu as fait appel à ces 2 du coup livreurs pour pouvoir livrer tes pizzas et même des autres plats du coup. Donc ça veut dire que là tu sors un petit peu de l'expérience client purement d'Aidai. C'est dans un souci du coup d'augmenter ton chiffre d'affaires ou c'était parce que c'était trop tentant, les concurrents le faisaient? C'est pas non plus toujours hyper facile. Maintenant, le premier ça marche très bien, mais au début il y avait des jours, les lundis soirs, le 15. C'était pas top, hein. Oui. C'était pas facile, donc au bout d'un moment on se dit ok, pour pas perdre d'argent, pour essayer d'optimiser le lieu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait différents outils, il y avait la livraison pour compléter. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à l'ouvrir et à la fermer quand on veut. C'est-à-dire que évidemment les vendredis soirs, les samedis soirs, etc. Les soirs on est plein, on éteint, on privilégie les gens qui sont sur place. Mais il y a d'autres outils comme on utilise. En fait, on prend pas de résa parce que on a remarqué que les gens se pointaient une fois sur 2. Du coup, on réserve des tables, on perd des tables. Alors, on préférait réserver, mais malheureusement, on a eu des problèmes là-dessus et on a trouvé la solution à un peu équivalente, ça s'appelle Insider, la fourchette, où on arrive à ouvrir des tables de 4, 5, 6 personnes, c'est vraiment au choix, de 19h à 21h, on choisit l'horaire, le jour, et vu qu'il y a des votes dessus et tout ça, les gens se pointent à chaque fois, et pour nous, c'est vachement bien, parce qu'il y a des gens qui y tiennent, qui sont contents de venir, nous, on est contents de pouvoir donner une réservation. Et ça, c'est les petits outils qui nous ont aidés à remplir un jour plutôt que l'autre, la livraison pareil. Mais le nerf de la guerre, c'est pas ça. C'est les gens qui viennent et de leur donner l'envie de revenir. Oui. Voilà. Ouais, j'imagine. Et tout à l'heure, tu disais que le plus important, c'est donc de s'adapter. Tu as parlé donc du premier restaurant, du deuxième restaurant, du troisième restaurant. Moi, j'ai envie du coup de te poser une question finalement assez simple. Est-ce que passer de 1 restaurant à bientôt 3 du coup restaurants, c'est pas multiplier le stress par 3 ou c'est pas multiplier les problèmes par 3 et c'est comment est-ce que tu as pu du coup gérer passer de 1 restaurant où du coup tu dois être hyper rigoureux à 3 restaurants où tu dois être 3 fois plus rigoureux finalement? Voilà, oui. Est-ce que moi, comment fais-tu en fait? Par contre, je suis pas du tout organisé, du coup, il a fallu que je m'entoure. C'est-à-dire, c'est pas mon point fort. Donc après, j'aurai des idées, j'aurai des trucs, je relancerai. Donc je suis pas anxieux, donc ça va, je dors. Hein. Bon, après, il y a des moments quand même où ça marche moins bien, on se dit bon. Mais ça va. Tant que je m'amuse et tant que je trouve que chaque restaurant est différent et qu'on apporte quelque chose et qu'on apprend quelque chose, c'est bien. Et puis, moi, j'essaye de bien m'entourer pour m'aider avec un comptable. Maintenant, on a un comptable en interne. Et du coup, qui m'enlève un peu. Il faut être entouré avec des gens qui ont nos défauts. En fait. Oui. Donc, moi, je suis pas très organisé, il y a plein de choses. Et voilà. Si c'est trouvé, les mêmes choses avec les managers. Il faut des managers qui gèrent certaines choses et d'autres.
et d'autres parties que je pourrais prendre moi. Donc voilà. Donc c'est en ouvrant d'autres restaurants que tu as réalisé qu'il fallait que tu t'entoures, que tu as réalisé qu'en fait oui, tu... ça devient une évidence. Oui. Si on veut que le service soit bien et si on veut que ça fonctionne, il faut s'entourer. D'accord. Donc du coup, tu gardes du coup une main assez forte sur les 3 restaurants, du coup, sur les futurs 3 restaurants, sur les 2 actuels et les bientôt 3, ou est-ce que comment ça se passe du coup? Comment est-ce que concrètement tu les gères? Moi, je suis tout le temps, je passe tout ça. On a plaisir, on continue la Guinguette Javel. On a deux spots là-bas, sous la Tour Eiffel, dans le 15e. Mais après, ce que j'aime aussi, c'est le développement, quoi. Avoir des idées, les mettre en œuvre et voir que ça fonctionne, on espère. Mais non, après, logiquement, il faut quelqu'un qui s'occupe d'Instagram, il faut quelqu'un qui s'occupe parce que maintenant c'est incontournable, quelqu'un qui fasse de la comptabilité, des managers, et puis des managers qui grandissent, qui deviennent des directeurs, et puis voilà, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on disparaît, ça veut juste dire que pour gérer, il faut une équipe. Comme chez Snapshift. Tout à fait. Exactement. Ce que tu nous dis là, tu nous parles concrètement d'une entreprise qui grandit, qui se développe. Moi, je me demandais du coup, alors j'espère que c'est pas une question sur laquelle tu comptais tant mieux, franchement, tant mieux. Mais parfait. Là aujourd'hui, voilà, on parle d'un 3e resto, mais l'idée c'est peut-être qu'il y en ait 4, 5, 6. Jusqu'où toi tu t'aimerais aller et comment tu vois Dai Dai dans les prochaines années? Non, c'est bon, je l'avais pas en tête celle-là. Parfait. Je t'ai jamais posé la question. D'en ouvrir tant que c'est rigolo, tant que ça marche et tant que c'est bien. Après, nous, on espère en ouvrir quelques-uns. Mais je veux pas que ça devienne des copier-coller ou des. Mon truc, c'est pas la franchise, par exemple. J'ai pas envie de franchiser. Sinon, on aurait pu faire dès les triporteurs d'ailleurs avec des propositions. Mais il faut qu'il y ait apporté quelque chose de nouveau, qu'on continue à rigoler, que ce soit des lieux un peu sympas, emblématiques. Voilà. Après, et si ça marche, on continue, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que moi, c'est tout de suite, quand on parle de diversification, enfin de multiplication des points de vente de restaurants italiens, il y a un groupe que je ne nommerai pas qui me vient en tête, qui a pensé un petit peu chacun de ces restaurants comme étant une spécialité vraiment purement italienne. Ça, par exemple, c'est quelque chose que tu voudrais vraiment que Dai Dai reste associé à la pizza ou que justement faire un truc italien vraiment à 360 degrés ou non, mais on fait des pâtes. On a commencé à faire des pâtes. Non, on se diversifie. Je pense que dans chaque lieu, à chaque fois, c'est un peu différent. Non, mais heureusement, on fait pas. Mais il y a les pizzas, mais il y en a un qui est beaucoup plus cocktail parce qu'il y a un bon comptoir. À Saint-Paul, ça sera encore un peu différent. Non, il faut savoir s'adapter au quartier, je pense. Bon, après, ils font des pâtes et des pizzas, quand même. Je veux dire, je pense qu'on tourne un peu autour. Voilà. Et tout à l'heure, Alexis disait effectivement à juste titre que du coup, c'est à ce moment-là, Dai Dai, quand tu commences à t'entourer, devient une entreprise. Et est-ce que c'est quelque chose justement qu'il faut peut-être qu'un restaurateur garde toujours en tête, le fait qu'un restaurant, ça reste avant tout une entreprise, donc le besoin de faire du marketing avec Instagram, le besoin aussi d'avoir des avantages et de montrer un peu comment est-ce qu'elle s'occupe de ses employés comme une entreprise. Est-ce que pour toi, ça fait partie des choses du coup que tu as réalisé en cours de route ou quelque chose où dès le début tu t'es dit voilà, je suis avant tout entrepreneur, je monte un restaurant, mais je suis entrepreneur ou Oui, ça c'est sûr que on comprend assez rapidement. Je pense que les premiers pas, c'est quand on commence à avoir quelques salariés. Au début, c'est tout seul. Voilà, on peut le driver un peu comme on veut. Au bout d'un moment, quand certaines personnes dépendent de soi, c'est une entreprise. Là, on peut pas passer à côté, hein, sinon on a loupé un truc. Ouais. Mais oui, il faut absolument le penser comme une entreprise, parce que c'est vraiment ça. D'accord. Moi, j'ai encore peut-être, je pense que quelle heure il est. Oui, je pense que ça va être une des dernières questions avant de passer aux questions-réponses. Donc oui, parce que je l'ai pas mentionné au début du webinaire, mais vous avez la possibilité de poser des questions à travers l'outil questions de Livestorm. Donc allez-y, l'équipe Snapshift sélectionne les questions et après me les envoie. Donc du coup, on est tous très connectés. Donc l'instant questions-réponses aura lieu à la fin. Mais j'aurais juste d'abord une question à te poser un petit peu plus pareil pour l'avenir, parce que Thomas t'a posé la question, Alexis, n'importe quoi, je confonds vos deux noms. Alexis, du coup, t'as posé la question du futur de Dai Dai. Moi, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu vois, toi, le futur du métier de restaurateur, carrément? Quels sont vraiment, d'un point de vue opportunité, d'un point de vue challenge, d'un point de vue vraiment de ton expérience personnelle, vraiment, et même de ton point de vue personnel? Le restaurant de demain. Voilà. Le restaurant de demain, qu'est-ce qu'il fera? On va pas perdre de vue la nourriture, que c'est pas le concept qui va prendre le dessus sur la nourriture, et que les lieux vont rester des lieux avec une âme, pas forcément qu'avec des concepts et des idées, parce que c'est dommage. C'est vrai qu'en plus à Paris on en voit beaucoup,
Et surtout, beaucoup de lieux, il y en a un qui marche et il y en a 15 derrière qui refont la même chose, jusqu'à la même vaisselle, les mêmes choses. Il faut pas, je pense que, et puis le sourcing, les produits, c'est important. Je pense que là, en ce moment, on voit bien qu'il y a un gros retour du LC, ça c'est bien, hein, je pense. Du local. Ouais, du local, exactement, et c'est bien. C'est quelque chose de super positif. Non, je pense qu'on va vers le mieux, là. Non? Parce que c'est ce qui me fait penser à ça, c'est que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux des premières vidéos de pizzeria qui sont entièrement robotisées, où c'est vraiment, du coup, c'est objectif rendement maximal avec une pizzeria qui est ouverte 24 heures sur 24. On la commande avec un bouton et avec un terminal de paiement. Et du coup, est-ce que du coup, c'est quand tu disais il faut que les restaurants gardent leur âme, gardent leur concept. Est-ce que du coup tu penses à ça aussi? Là, du coup, c'est même plus le même métier, c'est pas plus la même chose. Que c'est de la robotisation. Oui, c'est manger comme. Si on pense à un restaurant comme une entreprise, est-ce que l'objectif du coup de croissance, on essaye en tout cas d'offrir une expérience à travers. Il y a des pizzas, mais il n'y a pas que des pizzas. On fait des cocktails, on va choisir du vin, on vend du vin, on l'explique, on fait venir les viticulteurs et tout. Non. Évidemment, il y aura des trucs encore plus stupides. Je pense des machines à faire les pizzas. Ouais, bien sûr. Il y aura des machines même pour manger les pizzas. Mais enfin bon, ça c'est plus du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait finalement. Donc, que ça existe, pourquoi pas. Oui, c'est peut-être. Pourquoi pas. Et du coup, j'avais une autre question, je crois qu'elle m'est sortie de l'esprit. Je sais pas si toi tu veux poser une question en attendant qu'elle me revienne. Non, j'ai pas forcément une question, mais ouais, je voulais un petit peu donner le point de vue aussi sur le restaurant de demain. C'est vrai qu'on voit des concepts un peu extrêmes avec des robots, on voit plein de choses. Et c'est vrai que souvent, nous, on voit des clients qui nous disent ah, mais en fait, non, nous, on veut vraiment rester traditionnel dans notre manière de travailler. Bon, ils parlent pas forcément de nous en disant ça, mais je pense que ouais, le restaurant de demain, il faut qu'au niveau de tout ce qui est de ce qui est digitalisable dans son organisation, ça doit permettre au restaurateur de se focus vraiment sur son métier de restaurateur. Ça doit être digitalisé suffisamment pour permettre ça et pour lui permettre de se focus sur vraiment ce qu'il a fait kiffer quand il a voulu ouvrir son restaurant au départ, quoi. Se dire, je crée un lieu de vie comme toi, Thomas. Soit parce que je veux dynamiser la vie de mon quartier, soit parce que je veux un endroit pour rassembler mes potes, soit parce que je veux ramener un concept d'un autre pays. Je fais encore le parallèle avec toi. L'idée, ouais, je pense que de toute façon, le digital, là où il doit avoir sa place en restauration, c'est vraiment pour permettre à un restaurateur de se délester de tout ce qui est tâches un petit peu administratives qui sont pas forcément. Enfin, je pense pas que tu as voulu être restaurateur pour être là, regarder tes chiffres sur un Excel ou sur autre chose. Mais vraiment, voilà, pareil par rapport à ton planning. Je pense que t'as pas fait ce métier pour prendre un fluo et faire ça sur un planning dans ta cuisine. Donc voilà, moi à mon avis, je pense que faut pas trop perdre son temps sur tous les concepts un peu extrêmes qu'on voit de robotisation et plus se dire voilà, la place du digital en restauration, elle est là, et des acteurs comme Snapshift, comme Tiller et comme beaucoup d'autres, parce qu'il en existe évidemment beaucoup dans ce grand monde qu'est la food tech, c'est là qu'est notre place et on doit pas trop déborder. Ça tombe très bien parce que tu as anticipé sur ma toute dernière question qui allait être du coup jusqu'où doit aller précisément le digital du coup. C'est-à-dire que pour nous, je veux pas être méchant, mais c'est pas une passion les plannings et bien sûr. Les cases. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça nous enlève un problème. Et globalement, il y en a tellement que, et ça, c'est le problème important, c'est-à-dire les gens, les plannings et autres. Et bon, et l'argent. Je te rassure, c'est pas notre passion non plus. C'est précisément pour ça justement qu'on le. C'est très bien de le mettre en avant parce que c'est ça. Oui. Ça nous enlève des problèmes et surtout c'est sécurisant, on se dit c'est bien fait. En tout cas, si nous on arrive à utiliser l'outil correctement, c'est bien fait. Donc ouais. Et jusqu'où ça doit aller, je sais pas, mais je pense que l'humain va toujours prendre le dessus, il n'y a pas de doute. Espérons-le. Ouais. Génial. Bon alors du coup maintenant on va passer aux questions-réponses. J'en ai reçu pas mal. Là j'ai vu mon téléphone vibrer un nombre de fois, donc au moins je pense que Thomas tu vas avoir beaucoup de questions. Alors la première question c'est est-ce que vous avez-vous un système de fidélité en lien direct avec Tiller? Est-ce que tu as un système de fidélité donc en lien direct avec Tiller? Je pense que c'est pour toi aussi Alexis. Un système de fidélité? Est-ce que c'est quelque chose dans ton activité qui est... C'est-à-dire si on prend 8 pizzas, on a 9 pizzas ou si réellement... C'est ce que j'imagine. C'est ça la question? C'est ce que j'imagine, oui. Oui, non, nous ça n'a jamais été trop le focus, quoi. On se dit, non, on offre une expérience quand on vient et tout, l'emporter, ce serait plus par rapport à l'emporter, je pense, sur la fidélisation. C'est pas un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires, donc on offre une prestation quand les gens viennent et voilà. Donc, okay. On préfère essayer de contenir les prix plutôt que de partir là-dedans.
répondre à la personne, merci pour la question. Effectivement, alors après c'est quelque chose qu'il est possible de faire avec un système de caisse enregistreuse, en se connectant à un acteur. Alors nous c'est ce qu'on fait, hein, c'est par de l'intégration. On propose plusieurs choses, mais l'idée effectivement c'est possible avec une solution de caisse enregistreuse d'envoyer par exemple un montant qui est associé à une commande sur un autre système qui va permettre de gérer la fidélité du client, lui attribuer des points, générer créer un CRM pour pouvoir faire de la campagne SMS, des choses comme ça. C'est d'ailleurs très utilisé dans beaucoup de pizzerias. Pour le coup, pizzeria, hein, j'emploie bien le terme. Donc c'est une possibilité. Et avec Tiller, pour répondre, ça l'est effectivement. Alors la question suivante qui dit, alors je cite, j'aimerais revenir sur la phase triporteur Ketsen. Comment était et combien a coûté le triporteur et de quel type de licence as-tu eu besoin pour exercer sur les quais? Mais Parce c'est qu'on a, bizarre qu'à chaque fois on me demande combien a coûté ce triporteur. on a visiblement des gens personnes sont qui des sont amis intéressées disent, par mais le, ça coûte combien, sous-entendu, combien je peux gagner avec ça? ou peut-être que c'est des personnes qui ont envie de t'imiter justement et qui veulent Mais se lancer c'était vraiment là-dedans. du bricolage surtout. Alors je sais plus exactement, mais je pense que ce que j'ai dû emprunter, c'est ce que j'ai mis dedans, hein, 10 000 euros, je pense. Et encore, non, parce qu'il y avait quand même du matériel autour. Non, ça n'a pas coûté grand-chose. Hein. Bon, pour travailler, c'est pas facile, mais. Et où l'as-tu trouvé du coup? T'as pris un marteau et des clous et tu l'as bâti toi-même ou tu as trouvé une référence? J'ai trouvé des gens que je connaissais, mais bon, des gens qui m'ont aménagé au millimètre près parce que c'était tout petit. Et j'ai choisi, au début, c'était vraiment Tetris, hein, rentrer à un espèce de gros four, parce que le four à pizza, c'est gros et c'est lourd. Et faut savoir que le triporteur, c'est un utilitaire, ça s'appelle l'ape en italien, c'est-à-dire l'abeille. Quand on roule, on comprend pourquoi, ça fait un bruit de moteur un peu particulier. Et c'est pas du tout fait pour. Moi, je l'ai fait, mais c'était rigolo parce que voilà. Mais travailler en extérieur, c'est pas facile. Surtout les pizzas, la farine, l'eau, ça va pas ensemble. Et le froid non plus. Je pense qu'on était plus confortable dans un gros food truck. Bon, nous, c'est pour ça que je faisais plus d'événementiel que j'allais dans la rue. Et ça a dû me coûter, oui, autour de ça, 8 000, 10 000 euros, je pense. Et du coup, alors, de quel type de licence as-tu eu besoin pour exercer sur les quais? De licence, c'était pas des licences. Au début, il faisait, c'était du coup comme un restaurant, hein, les Java qui faisait appel à plusieurs food trucks. Moi, j'étais un de ces food trucks, mais il y en avait d'autres. Et après, on a pris l'exclusivité sur la pizza là-bas, donc on était installé en dur là-bas, et on est toujours. Et on fait venir tout ce qui est, c'est un petit restaurant qu'on transporte l'hiver à l'abri, qu'on stocke, et voilà. Mais il n'y a pas de licence particulière. Par contre, pour travailler dans la rue, il faut des accords à chaque fois, ce qui est compliqué, en tout cas. Je parle de Paris parce que je connais Paris, mais je ne sais pas les autres villes. Il faut des accords de la mairie et c'est pas facile à avoir. Ils donnent pas forcément des emplacements foufou, donc voilà. Mais moi, j'ai jamais trop fait ça. C'est simple. Alors du coup, comment est-ce que tu recrutes ton personnel et par quel biais est-ce que tu recrutes ton staff? Et sur quels critères tu te bases et comment tu fais pour le fidéliser? Ça fait beaucoup de questions à la fois, mais ouais. Donc on va les prendre une par une. Comment le recruter? Plus ça va, plus on grandit, plus on arrive quand même à avoir toujours un cercle de personnes donc c'est par connaissance. Jusqu'à l'an dernier, pas toujours. Et nous, on forme, le nerf de la guerre, c'est les pizzaiolos, on les forme. Donc ça prend plus de temps. On perd du temps et peut-être de l'argent en formant les gens. Par contre, ils ont une ascension au sein de la boîte et ça, c'est bien. Et puis même, ils ont plus envie de rester. C'est assez communautaire, c'est bien. Et c'est des gens qu'on connaît. Il y a aussi des gens qui passent au resto et on leur donne leur chance, ils font des essais, voilà. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est ça, du bouche à oreille ou des amis d'amis. D'accord. C'est aussi sur ces critères-là que c'est vraiment sur le bouche à oreille que tu te bases aussi pour savoir s'il est bon ou pas. Pour savoir s'il est bon ou pas. Il faut le voir. C'est déjà, on fait des entretiens. Oui. Après, il fait un entretien avec moi, puis après, il y a un entretien avec la personne qui s'occupe, le manager du bar ou pizza, qui va voir un peu ses capacités, son expérience. Et en fonction de ça, on lui propose un poste, il fait un essai, puis nous, on fonctionne assez rapidement en CDI, il y a une période d'essai qui est pour lui, ou pour nous, pour elle, ou pour nous. Et voilà, ça sert à ça. Et si ça roule, ça roule. Et donc pour le fidéliser, tu te bases, donc du coup tu vas parler un petit peu du parcours interne, de la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise, et tu as d'autres moyens de fidélisation. Oui, il y a évidemment l'évolution. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup. Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on les il faut qu'il y ait un team spirit. Il faut que les gens viennent pas que pour l'argent, parce que la restauration c'est pas non plus Évidemment, on doit bien gagner sa vie, mais je veux dire, c'est pas un milieu où on gagne très très bien.
Donc il faut arriver à avoir une ambiance sympa et que ça se passe bien dans les restos. Je pense que ça part vraiment d'en haut, quoi. Il faut que si nous on est plutôt cool et qu'on est compréhensif, on les aide au début pour les papiers, pour les trucs et tout, et on les arrange pour les plannings. Peut-être que on sait que c'est pas facile de faire des splits, des coupures. On va en faire le moins possible. Enfin, la tendance c'est ça, hein, essayer de travailler. Bon, nous on essaye, mais c'est pas facile. On peut nous fermer l'après-midi. Et puis ouais, l'ambiance des restos. Tu dis justement que ça vient d'en haut, mais comment est-ce que tu le mets en avant du coup cette ambiance et ce côté good vibe? Il faut le transmettre au manager doit le transmettre aux salariés, aux pizzaiolo, en cuisine. Et après, comment les candidats potentiels peuvent le voir alors ça? Comment est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'ils peuvent se dire ok, je vais aller chez Dai parce que l'ambiance est super méga bonne? Mais parce qu'on est sympa. Oui, mais comment ils le savent ça du coup? Est-ce que sur Instagram tu les mets en avant? Mais il essaye, il le voit. Nous par exemple, il y a 3 salariés en ce moment qui étaient les clients. Donc ils venaient, le chef barman s'entendait super bien. Il m'a dit écoute ce gars, pendant un an justement il change de vie. Il était kiné et il va faire je sais pas quoi dans un an. Et là il en est à 3 mois. Et il nous a proposé, on lui a dit écoute, ouais, on a une serveuse qui part et tout, tu viens en service, on va te montrer comment nous on fait. C'est pas du tout la restauration où on gueule, on se crie dessus et tout. Par contre, faut bosser hein, évidemment, mais ça va bien se passer. Et puis il y en a un deuxième là qui vient d'arriver, et il y en a même trois qui étaient des clients. Donc, le côté changement de vie, c'est contagieux. Hein. Ouais. Alors, du coup, la question suivante. Donc, je crois que tu as déjà donné quelques éléments de réponse, mais peut-être pas non plus totalement. C'est à ce jour, est-ce que tu as encore besoin de passer dans tous tes différents établissements pour créer un lien entre ces différents établissements? Non, j'y suis tout le temps. Oui, non, je pense que même si on a 50, il faut tout le temps y être. Il faut savoir ce qui se passe. Et puis, il faut avoir un contact avec les gens. Après, je sais pas, hein, probablement. Délégué, mais quand même, c'est pas comme ça, c'est évident. Mais enfin, bon, c'est le tout début du début, là. Hein, donc, oui. Et puis, moi, je veux voir ce qui se passe. Hein. Et puis, on va parler avec il y a toujours des problèmes avec le directeur d'exploitation, le manager, voir comment ça se passe. Ce qu'on peut, et puis faire des réunions sans arrêt. On fait des réunions pour voir. Entre les serveurs, entre tout le monde, toute l'équipe ensemble. Non, il faut. Donc à chaque fois, tu es présent pour toutes les réunions carrément, ou oui, en tout cas, oui, j'essaie d'être. Parce que justement, c'est important pour toi aussi de montrer peut-être au personnel que tu es toujours là, que c'est pas juste des pions qui jouent sur un très grand échiquier. J'irai faire des pizzas, c'est sérieux. Okay, ça au moins c'est très clair. Donc, quel type de profil professionnel t'entoure autre que les métiers typiques de la restauration? Donc, tu as parlé d'un comptable, tu as parlé je me souviens plus. On a un DAF, un directeur financier, mais du coup là qui est pour deux autres marques aussi. Mais nous, on n'a aucun profil pratiquement qui vient de la restauration. Donc, c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir apprendre à chaque fois à la personne. Donc, en cuisine, il y en a très peu. Tu peux être un avocat aussi à un moment, je me souviens. Avocat, on a forcément un avocat, bon, pas fixe, mais on a toujours besoin pour acheter un local ou bien un droit social. Et dans les restos, très peu de gens qui viennent de la restauration finalement. Parce que c'est pas forcément l'ambiance. Peut-être parce que moi, je viens pas de la restauration. C'est pas forcément ce que je cherche. Justement, c'est peut-être encore plus improbable entre guillemets que tu ne te sois pas entouré de personnes de la restauration, sachant que toi-même tu n'avais pas d'expérience là-dedans. À aucun moment tu n'as ressenti le besoin de dire ok, bon maintenant j'ai envie de prendre avec moi quelqu'un qui connaît vraiment très bien le métier et qui pourra m'apprendre des choses. Non, mais c'est des gens qui vont super bien, mais il y a une hiérarchie qui est pas forcément très verticale, qui est pas forcément ce qu'on veut envoyer. Après, il y a une hiérarchie chez nous aussi, hein, je veux dire, pas non plus. C'est normal, c'est bien. Évidemment. Alors, je vais prendre la question ensuite. Si mon téléphone veut bien merci, bien se déverrouiller. Alors, tac. Alors, c'est quelqu'un donc qui parle à la première personne du singulier, j'imagine. Je fais des pizzas tous les week-ends depuis 3 ans, mais je ne sais pas me lancer dans le business. Quel serait le bon starter? Je ne suis pas du tout du milieu de la restauration. Quelqu'un qui, du coup, je pense, tu as vraiment quelqu'un que tu as inspiré, je veux dire. Il faut en faire la semaine aussi, je sais pas. Il faut trouver un endroit où pouvoir les vendre ces pizzas. C'est ça le problème. Du coup, c'est donc avant toute chose, donc trouver un endroit pour les vendre, même pas trouver un moyen de les faire à plus grande échelle. Ouais. Après, il
kitchen, c'est-à-dire des endroits où on fait que de l'emporter avec des 2-3 partenaires importants. Il existe encore les food trucks aussi, ou un petit local, je sais pas. Donc comme toi, aller à la banque, dire je voudrais un peu d'argent pour pouvoir acheter un triporteur et commencer à le faire dans la rue. Ouais. Voilà. Mais un triporteur ou autre, il y a plein de choses à faire. Hein, je pense. Il y a plein de choses à faire. Tout le monde refait les mêmes choses. Hein. Honnêtement, des idées, il faut en avoir. Parce que toi, justement, comment t'es venu cette idée-là? Cette idée-là, tu avais vu quelqu'un le faire? Enfin, t'avais vu le boom en fait, un petit peu des food trucks, style camion qui fume et tout ça, ou c'était ça qui t'a vraiment convaincu de te lancer dans le triporteur? Il n'y en avait pas énormément encore. Moi, enfin, si, il y avait peut-être le camion. Mais moi, c'était prendre le contre-pied. Il y avait des gros trucs où j'avais un petit truc. Et il n'y avait pas de pizza parce qu'en fait, les pizzas à préparer, ça se prépare sur le moment, c'est pas de l'assemblage. Et c'était rigolo, quoi. C'était rigolo de faire devant les gens. Le petit camion, c'était rigolo aussi. Enfin, les gens se marraient à chaque fois qu'ils nous voyaient. Hein. Donc, voilà. Ouais, voilà. Il fallait déballer le truc, c'était Tetris, on remettait. Enfin bon, ça a été simple. Alors, quels sont les 3 premiers postes que tu as délégués entièrement pour pouvoir te développer? J'ai délégué la pizza. Parce que c'était. Ça n'a pas été trop dur, ça? Ça a été super dur et j'étais trop long. C'est-à-dire que j'aurais dû le mettre en place bien avant. Au début, Parce que tu étais trop attaché, justement. Ouais, puis ça me paraissait tellement une évidence que je devais faire. Et si j'y suis arrivé, il y a plein de gens qui vont y arriver, on va les former. Et en fait, ça a très bien marché comme ça. La pizza, puis le management aussi. Management du personnel, ouais, des lieux, du personnel. Ouais. Des chefs de. C'est ça. Pas restaurant, on a un manager. Et voilà. Donc, Pizzaiolo, donc le Pizzaiolo, des personnes pour gérer le manager, et le troisième. Ouais, et puis la cuisine, parce que de la sorte, on a aussi à côté, on fait salade, des pâtes, des desserts. Au début, on a. Parce qu'au début, tu faisais pizza, pâtes, salade, dessert et tout. Non, rapidement, ma femme, j'avais un peu trop le nez dedans, quoi. Voilà. Ils savent très bien faire. On le fait ensemble, on goûte ensemble, il y a des trucs, et puis voilà. Après, il faut retourner régulièrement pour voir si tout va bien pour tout le monde, et puis c'est tout. Parce que du coup, est-ce que maintenant tu laisses par exemple ces cuisiniers mettre en place de nouveaux plats dans le menu, ou est-ce que tu veux vraiment garder un œil sur tout? Non. Moi, je veux tout goûter. En plus, on n'a pas non plus une carte de 3 km, donc on n'est pas non plus ces restos gastro. Hein, donc. Comment est-ce que tu gères ton personnel? Est-ce qu'il fait des heures sup ou non? Et si oui, comment est-ce que tu gères ça? On gère, on paye des heures sup. Voilà. Ils ont des contrats. En général, nous c'est des temps pleins de 39 heures en général. Ça peut même arriver 42 heures aussi. Et puis c'est des heures sup et voilà. Après, la seule chose qu'on fait de façon différente, c'est dans les endroits saisonniers parce que il suffit qu'il pleuve pendant une semaine, ils bossent pas du tout pendant une semaine. Moi, je veux qu'ils aient quand même leur salaire plein. Donc, on essaie d'ajuster les jours sur un mois, d'un mois à l'autre. Mais c'est la seule. Et puis après, non, mais normal. On regarde le planning à la fin. Puis, le personnel le fait beaucoup, du coup, les heures sup, où justement, tu es passé de 39 à 42 parce que tu savais, parce que tu as voulu anticiper ça. Les managers, les gens qui ont un peu plus de responsabilité. Meilleur salaire. Ok. Alors, autre question. Et la dernière question, c'est le mot 3 dedans. Quels sont tes 3 critères primordiaux pour le choix de ton premier local pour implanter un restaurant? Et ça, c'est super dur, il n'y a pas de. Je pense que c'est pour ça que la question est posée d'ailleurs. Ça, pour de vrai, personne sait. On peut prétendre ce qu'on veut, même les plus grands et tout. J'imagine qu'Oberkampf, c'était quand même aussi le fait que c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent et que c'est un quartier. Le lieu en soi, moi, ce qui me plaisait, c'était le lieu qui était. Moi, je voulais mettre ce grand comptoir. Donc, il était rectangulaire et carré. Et c'est ce qui a été le premier critère. Après, moi, je trouvais on va souvent vers les quartiers qu'on connaît bien, déjà. Donc, moi, je connaissais bien ce quartier-là. Mais c'était pas un lieu de passage. Et pour un premier resto, c'était plutôt osé parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de passages. Le week-end, c'est mort complet. Le soir, il n'y a pas beaucoup. Et le midi. Et sachant qu'on faisait un truc plutôt du soir. Donc, on a un peu courant. Et au début, c'était pas la folie, ça allait. On avait des super soirées et tout. Mais il y avait des midis où, waouh! Et puis, au fur et à mesure, c'est plus un lieu de destination. Donc, on a réussi à faire un lieu de destination. Mais après, je pense qu'il faut situer si on est dans la destination, sur du passage, si on a besoin de licence 4, si on a besoin d'extraction, il y a des dizaines de critères. Quel est le ticket moyen qu'on veut, du coup, le quartier qu'on veut. Il y a beaucoup de critères, je crois. S'il y a beaucoup de pizzas autour, je ne sais pas. Et pour Saint-Paul, du coup, alors, par exemple, pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu? Parce que
c'est un lavomatique, donc c'est absolument rien à voir, mais le lieu est très très beau. C'est grand, il y a des verrières, c'est beau, il y a beaucoup d'espace et puis c'est un quartier, un petit mélange. Il y a le Marais derrière, c'est très touristique aussi. C'est très atypique, mais je pense que ça va être bien. Du coup, Alexis, je sais pas si toi, à titre personnel, tu as d'autres questions ou... Non, ça me paraît, excuse-moi, ça me paraît bien. Je pense que tu as éclairé pas mal de gens. Donc, moi, de mon côté, merci pour ton partage en ce qui me concerne. Moi, j'ai une question à te poser, mais alors là, pour le coup, c'est 100% personnel, parce que moi, à titre personnel, je suis un aficionado de la cuisine italienne. Vraiment, une question extrêmement simple. La pizza parfaite, pour toi, c'est quoi? La pizza parfaite, c'est quoi? Je sais pas. Je pense que c'est la pizza chaude qui arrive et ça peut être romaine ou ça peut être ce qu'on veut quand on a faim, qu'elle est parfaite. Pour moi, c'est les plus simples, vraiment. Margarita. Ouais, margarita ou marinara, vraiment. Pour moi, c'est napolitain, ça aussi, de dire que c'est les plus simples. Ouais, mais c'est vrai parce que finalement, c'est celles qu'on digère le mieux, qui sont plus agréables. Il y a 3 éléments, 2 éléments même, de la tomate, de l'ail, enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi. Et la manger chaude et avec du piment, et voilà. Par exemple, pour la sauce tomate, je me souviens que tu m'avais parlé une fois d'utiliser des tomates pelées, justement parce que comme c'est pas toujours la saison de la tomate, de prendre surtout des tomates pelées, de la mozza di bufala. Et, Voilà, on a des tomates à Saint-Marzano qui viennent, ces tomates longues comme ça. Voilà, qui sont un peu acides, mais pas trop. Et il faut, si les produits sont bons, il n'y a pas besoin de rajouter de fior di latte, de la mozzarella. Et voilà, tout est bon. Et investir dans un four à pizza aussi, si là pour le coup n'est pas. Oui, non, ça, les pizzas qui sont faites à la maison, ce sont pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes températures, mais c'est pas les mêmes fours. Les temps de cuisson sont pas les mêmes, et du coup, à la fin, ça donne pas le même résultat. Mais on peut faire des très bonnes pizzas aussi à la maison, avec des pâtes plus épaisses, je pense. Oui, parce qu'en plus, elle est pas saisie en dessous, du coup, la pâte non plus, parce Voilà. qu'elle n'est pas collée sur de la pierre, donc il faut vraiment investir dans un four à pizza, en fait. Oui, après, chez soi, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense qu'il vaut mieux s'adapter au four. Hein. Je pense qu'il vaut mieux. Donc le four, Le four à pizza chez oui, soi, ça peut être un problème. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on arrive au bout. Merci beaucoup, en tout cas, Alexis. Merci à Snapshift, merci à Thomas. Merci à toi, merci à toi et merci à Tiller. C'est un grand plaisir. Donc, voilà, donc c'était, moi, j'ai réalisé d'ailleurs que je me suis même pas présenté au début. Donc, moi, je suis Aurélien, donc, brand manager de Snapshift. Donc, du coup, on va rendre l'antenne maintenant. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire, si jamais vous ne connaissez pas Snapshift, de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et même si vous souhaitez utiliser la solution dans votre